on va commencer cet ARMA pour vous expliquer un petit peu comment se passent les équilibres qu'a expliqué Monsieur Head dans son cours, donc les équilibres hydrosodés et l'équilibre acido-basique. Donc l'équilibre hydrosodé dans le premier exercice et l'équilibre acido-basique dans le deuxième. Donc dans le premier exo, on commence avec les diagrammes de Pitts. Donc je pense que vous savez comment ça marche. Sur l'axe horizontal, on voit l'hydratation, c'est-à-dire le volume d'eau qu'il y a. Et sur l'axe vertical, on voit la natrémie, c'est-à-dire la concentration en sodium dans l'espace, que ce soit l'espace intracellulaire ici, ou l'espace extracellulaire ici. Voilà. Et du coup, donc quand on a des perturbations, il va y avoir soit la natrémie qui va être augmentée ou abaissée, soit l'hydratation qui va être augmentée ou abaissée. Donc ça va varier selon ces deux axes. Donc la première question, c'était, à l'aide d'un diagramme de Pitts, représenter la perturbation initiale ainsi que l'état d'équilibre. Donc la perturbation initiale, on voit ici que c'est sur l'axe vertical que ça se passe, parce que c'est du côté extracellulaire, donc qui comprend, on rappelle, qui comprend le volume sanguin et le volume extracellulaire, donc le volume entre les cellules. Voilà, le milieu extracellulaire. Et donc, le volume intracellulaire qui comprend tout ce qui est dans les cellules, donc qui est plus important que le volume extracellulaire. Et donc là, on voit que la natrémie est augmentée dans le volume extracellulaire. Donc, on a une surcharge de natrémie dans le volume extracellulaire. Voilà ce qu'on peut expliquer pour la perturbation initiale. Voilà, et donc on a une surcharge sodée, c'est ça. Sodée, natrémie, ça revient au même. Et donc, maintenant pour l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer pour essayer de rétablir un équilibre selon des méthodes toutes simples qui se passent en premier, c'est-à-dire des méthodes passives. On va d'abord avoir une diffusion de l'eau pour pouvoir essayer d'équilibrer la natrémie. C'est-à-dire que l'eau va diffuser du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire pour pouvoir essayer d'abaisser cette natrémie qui est augmentée dans le compartiment extracellulaire, parce que si on a une surcharge en sodium et qu'on va diluer cette surcharge, la concentration va s'abaisser. Donc on se retrouve avec ce diagramme. Et donc ce diagramme, on voit bien que la natrémie est un petit peu abaissée par rapport à la perturbation, mais elle reste en surcharge, elle reste trop haute. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit que, puisque l'eau a diffusé du compartiment intracellulaire au compartiment extracellulaire, le volume intracellulaire est abaissé. Et le volume extracellulaire est augmenté, puisque l'eau a diffusé d'un côté à l'autre. Donc on voit bien qu'il y a un décalage du volume, avec une natrémie qui est la même, puisque l'équilibre de diffusion est atteint quand la natrémie est égale entre les deux compartiments. Voilà. Donc la deuxième question, c'était, à l'état d'équilibre, décrivez l'état d'hydratation intra- et extracellulaire. Donc je l'ai déjà un petit peu expliqué. À l'état d'équilibre, on voit sur le diagramme que donc on est en hyperhydratation extracellulaire, parce que l'eau a diffusé du compartiment intra vers le compartiment extra. Donc il va y avoir plus d'eau qu'à la base dans le compartiment extracellulaire, donc on est en hyperhydratation. Et donc en intracellulaire, c'est l'inverse, on est en déshydratation, puisque l'eau est partie vers le compartiment extracellulaire. Et donc on est en manque d'eau, donc en déshydratation intracellulaire. Donc la troisième question, après la boucle de régulation, décrivez la natrémie. Donc là, ce qu'on voit, la chose à régler la plus importante, c'est la déshydratation intracellulaire. Le corps n'aime pas la déshydratation intracellulaire et surtout est capable de la détecter grâce à des récepteurs intracellulaires à l'hydratation. C'est-à-dire que donc la boucle de régulation qui va s'appliquer ici, c'est la boucle du bilan hydrique. La boucle du bilan hydrique régule l'hydratation intracellulaire. Donc la boucle du bilan hydrique va agir à travers la régulation de l'eau. Et comment elle va agir en premier? C'est en régulant la prise d'eau, c'est-à-dire en régulant la soif, en agissant sur les centres de la soif. Et donc ça va nous donner soif, ça va nous
nous faire boire. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on boit? On voit que on passe de cet état-là, où on est en déshydratation intracellulaire, à une hydratation qui revient à la normale. Et comme l'hydratation apporte de l'eau, elle va diluer la natrémie, et donc on va abaisser la natrémie, elle va redevenir normale. La seule chose sur laquelle on ne peut pas agir avec ça, c'est sur l'hydratation extracellulaire, puisque l'hydratation extracellulaire va rester haute, puisqu'on apporte de l'eau, elle ne peut pas s'abaisser à ce moment-là. Voilà pour la boucle de régulation du bilan hydrique. Donc, question 2, concernant le diagramme suivant, aux questions. Donc voilà le diagramme suivant. Qu'est-ce qu'on peut voir d'abord sur ce diagramme? On voit que la natrémie est augmentée, et on voit que le volume extracellulaire est abaissé. Donc la perturbation initiale, on en déduit que c'est une hypernatrémie. Donc on voit sur ce diagramme que la natrémie est augmentée et que l'hydratation est abaissée. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'eau sans perdre de sodium. Et si on perd de l'eau sans perdre de sodium, on va augmenter la concentration en sodium. C'est-à-dire que là, on perd de l'eau, et donc la concentration en sodium s'élève, on passe à ce niveau-là, sur l'axe vertical. Voilà, donc c'est un déficit hydrique primitif. Primitif, ça veut dire qu'on perd que de l'eau sans perdre d'eau. Voilà. Donc, quels peuvent être les symptômes liés à un défaut d'hydratation extracellulaire? Là, je vous renvoie à votre cours. Donc, les signes, ça va être une perte de poids, ça va être un pli cutané. Un pli cutané, c'est-à-dire que quand on pince la peau reste en place comme on l'a pincé pendant quelques secondes. Donc ça montre qu'il n'y a pas l'hydratation nécessaire à avoir une élasticité de la peau. Voilà, on va avoir une hypotension parce qu'on va avoir moins d'eau dans le compartiment extracellulaire, donc moins de volume extracellulaire, donc la tension dans les vaisseaux sera moins importante. Une tachycardie pour essayer de compenser cette hypotension. Une augmentation de l'hématocrite. L'hématocrite, c'est le pourcentage de globules rouges dans le sang. Donc si on perd de l'eau en gardant la même quantité de globules rouges, forcément le pourcentage de globules rouges va être augmenté. Et donc de la protidémie, c'est exactement la même chose, c'est le pourcentage de protéines dans le sang, donc si on perd de l'eau en gardant le même pourcentage de protéines, pareil, la protidémie va être augmentée. Maintenant à l'état d'équilibre, donc après diffusion, est-ce qu'on sera en hypo, en hyper ou en isonatrémie? Donc quand on regarde le diagramme ici, qu'est-ce qui va se passer si... Donc la diffusion, elle va agir pour essayer d'équilibrer la natrémie entre les deux compartiments. Parce que ça, c'est le principe de la diffusion et de l'osmose, c'est d'essayer d'équilibrer les deux compartiments, et donc que les ions soient égaux de part et d'autre de la membrane. Donc ce qui va se passer, c'est que de l'eau va passer du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire pour essayer d'abaisser cette natrémie qui est augmentée. Donc l'eau va diffuser, et ce qu'on voit ici, c'est que la natrémie va être abaissée par rapport à l'état de perturbation initiale, mais comme dans le premier cas, la natrémie va pas être assez abaissée et va rester donc en hypernatrémie. Donc on sera quand même en hypernatrémie, et on remarque aussi que puisque l'eau a diffusé ici, on a donc moins d'eau dans le compartiment intracellulaire, donc on a une déshydratation intracellulaire, et on n'a pas pu diffuser assez d'eau pour pouvoir équilibrer donc le compartiment extracellulaire au niveau hydrique, c'est-à-dire qu'on va être également en déshydratation extracellulaire. Donc à l'état d'équilibre, il y a une hypernatrémie. À l'aide du diagramme de Pitts, représenter la situation après l'action de la boucle de régulation. La boucle de régulation qui va venir agir ici, ça va être la boucle de régulation du bilan sodé. Donc la boucle de régulation du bilan sodé, elle agit sur le compartiment extracellulaire, et donc elle va agir sur l'hydratation extracellulaire. Les boucles de régulation agissent toujours sur l'hydratation, et donc ici sur l'hydratation extracellulaire. Donc en augmentant l'hydratation extracellulaire, on va juste ramener une hydratation extracellulaire normale, histoire d'avoir une tension normale et d'avoir un volume extracellulaire normal, même si on ne peut pas agir sur la natrémie. Voilà pour donc le premier exercice sur les diagrammes de Pitts. Ensuite, l'exercice 2. L'exercice 2 qui est sur donc la régulation du pH dans le sang.
Donc l'énoncé nous dit que Aurélie, notre merveilleuse chef, arrive aux urgences en lendemain de cuite, donc en mauvais état. On lui fait passer différents examens pour savoir ce qui s'est passé dans son sang après cette quantité énorme d'alcool qu'elle a pu ingérer. Et donc on obtient les infos suivantes. Le pH est à 6,9. Lésions bicarbonate sont à 18,5 mmol par litre. La pression partielle en CO2 est à 4,5 kPa. Voilà, donc on nous demande de dessiner le diagramme qui correspond à son état. Le diagramme pour le dessiner, c'est pas compliqué. On a donc les HCO3- normaux qui sont normalement à 24 et le pH qui est normalement à 7,4 dans le sang. Donc ça, c'est les traits qu'on trace en premier. Et ensuite, on va tracer la courbe qui correspond à donc la pression partielle en CO2 qui, quand elle reste à 5,0 kPa, nos points peuvent varier sur cette courbe. Donc, quand on varie sur cette courbe, ce sont des variations qui sont métaboliques, puisque la pression partielle en CO2 ne varie pas du tout. Et quand on varie sur cette courbe, ce sont des variations qui sont respiratoires pures. C'est-à-dire que c'est seulement la pression partielle en CO2 qui va varier. Voilà, donc quel est son trouble? Donc avant ça, on place son point. Donc on place le point, on va regarder le pH et les bicarbonates. C'est ça qui nous donne, puisque les bicarbonates vont être sur cet axe, et le pH va être sur cet axe. Donc 6,9, on est en dessous du pH normal. On peut déjà dire qu'elle est en acidose, puisqu'on est à un pH inférieur à 7,4. Et donc ici, on va placer ces bicarbonates qui sont à 18,5, qui sont en dessous des bicarbonates normales à 24. Et donc on relie les points, et on arrive à ce point-là. Voilà, donc quel est son trouble? Le trouble d'Aurélie est une acidose métabolique en voie de compensation. Pourquoi une acidose métabolique? Puisqu'il y a une baisse des bicarbonates. Voilà, donc des bicarbonates qui vont être abaissés, ainsi qu'une hyperventilation, puisque donc c'est ça qui va faire que c'est en cours de compensation, puisqu'on voit que si c'était métabolique pur, on serait sur cette droite. On serait sur cette droite ici, la droite qui représente donc la pression partielle en CO2, sauf que là, on n'y est pas. On n'y est pas parce que il va y avoir une pression partielle en CO2 qui va être abaissée due à l'hyperventilation qu'elle va effectuer pour essayer de compenser cette acidose, pour essayer de revenir. On voit bien que si on était sur la droite des acidoses respiratoires pures, son pH serait encore beaucoup plus bas. Et donc là, elle va essayer de compenser pour remonter un petit peu son pH et donc se placer ici. Et on voit que la pression partielle est abaissée. Donc c'est une alcalose respiratoire compensatrice. Voilà, compensatrice parce qu'elle va essayer de compenser. Donc, quelles peuvent être les causes possibles dues à cette acidose métabolique qui entraîne une alcalose respiratoire compensatrice? Donc, une acidose métabolique, voilà, ça peut être amené par une consommation d'acide important. Donc, qu'est-ce qui va apporter de l'acide? L'aspirine, par exemple, va apporter de l'acide. C'est un exemple très important à connaître. L'aspirine, donc un cachet d'aspirine, ça paraît basique. On en utilise beaucoup en automédication, mais ça apporte donc de l'acide dans l'estomac, puisque l'aspirine est très acide. Et donc, quand on va consommer de l'aspirine, on peut se créer une acidose métabolique en prenant des grandes quantités d'aspirine, évidemment. Et donc, cet acide peut soit abîmer l'estomac et créer des petites hémorragies, soit donc créer une acidose métabolique. Ou alors, elle peut être obtenue comment, cette acidose métabolique? Par la perte d'une solution basique. Évidemment, une solution basique va compenser l'acide, donc si on perd cette solution basique, on va avoir une acidose métabolique. Et donc une perte de solution basique, la solution basique la plus répandue dans l'organisme, ce sont les bicarbonates. Quelle influence il y a donc sur la chlorémie et la kaliémie?
Donc la chlorémie, c'est la concentration en chlore dans le sang, et la kaliémie, la concentration en ion K+, donc en ion potassium. Donc la chlorémie va s'équilibrer avec les bicarbonates, c'est-à-dire que pour pouvoir garder une quantité d'ions négatifs stable dans le corps, si on gagne des ions bicarbonates, la chlorémie va baisser. La chlorémie va baisser pour garder le même nombre de charges négatives dans le corps, pour pouvoir garder toujours le principe d'électroneutralité, donc c'est-à-dire autant de charges plus que de charges moins. Si on augmente des charges moins, eh bien les charges moins vont baisser à travers le chlore. Donc si on augmente par les bicarbonates, le chlore va baisser pour équilibrer ses charges. Pareil dans le sens inverse, si on perd des ions bicarbonates, le chlore va augmenter pour pouvoir toujours garder l'électroneutralité. Donc ici, puisque les HCO3- sont abaissés, la chlorémie est augmentée. La kaliémie, c'est différent, c'est un peu plus compliqué à appréhender. En cas d'acidose, donc il faut savoir que le K+, varie en même temps que les ions H+. Donc plus on a d'ions H+, plus on va avoir de K+ relâché dans le sang. On sait que les ions H+ sont augmentés en cas d'acidose, puisque c'est les ions H+ qui sont acides. C'est donc la définition d'un acide, c'est des ions H+ qui sont relâchés. Donc si on est en acidose, on va avoir plus d'ions H+. Donc on va relâcher des K+ vers le sang, et la kaliémie s'élève. Donc on aura donc une hyperkaliémie. Donc on aura une hyperchlorémie et une hyperkaliémie. Voilà pour la première partie de l'exercice. Pour la deuxième partie, Aurélie revient quelques semaines plus tard, car elle se sent toujours pas bien. On lui refait des examens. Cette fois-ci, on trouve un tout autre profil sur son diagramme, qui est représenté en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce diagramme? D'abord, donc, on a remis toujours les mêmes droites. On peut voir ici que donc le point où se situe Aurélie est sur la droite métabolique. La droite métabolique, donc, qui nous fait penser à donc une variation de la pression en CO2, qui nous amène donc à une acidose, puisqu'on voit qu'on est sur un pH qui est inférieur à 7,4. Et donc, on voit ici que les bicarbonates sont augmentés. Donc, quel est le nom de la perturbation? C'est une acidose respiratoire non compensée. Respiratoire, pourquoi? Parce que c'est dû à la respiration, puisque là, c'est seulement la pression partielle qui va varier. Voilà, donc on est sur la ligne tampon, la ligne d'équilibration normale, donc le trouble n'est ni métabolique ni en cours de compensation. Quelle est l'origine du trouble cette fois? Donc, ce trouble résulte d'une augmentation de la pression partielle en CO2. L'augmentation de la pression partielle en CO2, c'est par une hypoventilation. Vous savez que quand on respire, on inspire de l'O2, donc de l'oxygène, et on expire du CO2. Donc plus on respire, plus on va expirer du CO2. Et moins on respire, moins on va en expirer. Donc moins on respire, plus on va garder de CO2 dans notre sang, et donc la pression partielle en CO2 va s'augmenter dans notre sang. Et ici, on peut voir que la pression partielle en CO2 est augmentée. Donc, on peut conclure que c'est une hypoventilation. Puisqu'on respire moins, on n'évacue pas assez le CO2 de notre corps, et donc c'est dû à une insuffisance respiratoire. Cette insuffisance respiratoire, ça peut être dû à une obstruction, donc un œdème, un épanchement pleural, donc ça c'est au niveau des poumons, à une atteinte neurologique, donc au niveau du cerveau, un AVC peut créer une hypoventilation, évidemment si notre cerveau ne nous dit plus de respirer, on va moins respirer, ou à une atteinte musculaire. Voilà, donc tétanos, myopathie qui vont agir sur le diaphragme et donc créer cette hypoventilation. Voilà, et donc ici on a la formule pour le pH en fonction de la pression partielle en CO2. Si la pression partielle en CO2 augmente, on voit bien qu'il est au dénominateur, donc le pH va diminuer. Donc comment ce trouble va être compensé? Ce trouble va être compensé par une alcalose métabolique. Donc si on revient à notre diagramme, on veut
ce qu'on veut absolument, c'est ramener le pH à 7,4. C'est ça le plus important, et donc le plus grave. Le plus grave, c'est d'avoir soit une alcalose trop forte, soit une acidose trop forte. Donc, ce qu'on veut absolument, c'est ramener le pH à 7,4. Donc, comment on peut agir sur quoi pour donc compenser cette acidose? On voit que c'est une acidose respiratoire, donc on ne peut pas agir sur la respiration, puisque c'est la cause du trouble. On va agir forcément sur les ions bicarbonate. Donc les ions bicarbonate, comment ça va se passer? Donc si notre pression en CO2 reste la même, et qu'on augmente les ions bicarbonate, on va se déplacer sur cette droite, et donc on va augmenter nos ions bicarbonate pour pouvoir arriver à ce point, ici. C'est ça le but pour ramener notre pH à 7,4. Le pH à 7,4 étant le but, puisque un pH trop bas ou un pH trop haut entraîne de graves lésions. Donc, comment on va faire pour augmenter nos ions bicarbonate? La solution, c'est le rein. Le rein qui régule les pertes de l'organisme. Et donc, les ions bicarbonate qui sont éliminés, quand on en a trop, ils sont éliminés par le rein. Même, ils sont éliminés physiologiquement par le rein, puisqu'on en crée ou on en gagne. Donc, comment on va faire pour gagner des ions bicarbonate? Eh ben, on va arrêter d'en perdre, tout simplement. Donc, par le rein, ce qui va se faire, c'est une résorption par le rein, c'est-à-dire qu'on va en réabsorber de ce qui est parti dans les urines, on réabsorbe ça. Et donc, petit à petit, ça va se faire sur plusieurs jours. On va réabsorber des ions bicarbonate pour essayer d'atteindre ce point-là. Voilà, c'est pour l'exercice sur les donc les troubles d'acidose ou d'alcalose, les troubles de régulation du pH. Donc, je vous laisse avec Jonas pour l'exercice 3, et j'espère que ça a été assez clair. Du coup, bonjour à tous, on enchaîne directement sur l'exercice 3. On va lire l'énoncé ensemble, du coup. Alors, soit un réseau vasculaire de 4 cm de longueur représenté par un ensemble de 3 millions de capillaires parallèles allant de l'artère à une veine. Chaque capillaire a un rayon de 10 micromètres. Ok, on nous donne la pression moyenne de l'artère qui est égale à celle de l'atmosphère plus 70 mm de mercure, et la pression dans la veine est égale à la pression atmosphérique. Ok, super, on a les données, on peut passer à la première question. Calculer la résistance à l'écoulement dans l'ensemble du réseau de capillaires. Donc là, ce qu'il faut, c'est comme d'habitude en biophysique, avoir le réflexe directement. On connaît ces formules, donc on sait quoi appliquer directement. On veut la résistance à l'écoulement dans l'ensemble du réseau de capillaires. Pour faire ça, on va d'abord devoir calculer la résistance à l'écoulement dans un capillaire, parce que ça, on peut le calculer. Du coup, la formule, R égale 8 état L divisé par pi R puissance 4. Donc, on remplace dans la formule par les unités, par les valeurs dans les unités du système international. 8 état L divisé par pi R puissance 4, 8 fois état, 3 fois 10 moins 3, fois L, L c'est la longueur, 4 cm, donc 4 cm c'est 4 fois 10 puissance moins 2 mètres, on met en unité du système international, donc 8 fois 3 fois 10 puissance moins 3 fois 4 fois 10 puissance moins 2, divisé par pi, donc 3, 14, enfin de toute façon vous l'avez sur la calculette directement, fois 10 fois 10 puissance moins 6, on passe de micromètre à mètre. Donc là, c'est bien donné en rayon. Des fois, on peut vous donner le diamètre, du coup, il faut diviser par 2 avant. Mais là, du coup, il n'y a pas de souci. Puissance 4, n'oublie pas. Ça donne 3,05 fois 10 puissance moins 16 pascal seconde mètre cube. C'est les unités du système international. Voilà, c'est carré. Or, on doit calculer la résistance à l'écoulement dans l'ensemble du réseau de capillaires. Donc, pour ce faire, on sait que les capillaires sont en flûte en parallèle. Ouais, je sectionne pas très bien, c'est pas très grave. Donc, les capillaires sont en parallèle. Donc on sait que 1 sur R, encore une fois c'est du réflexe, hein. Là on peut pas se mettre à votre place, il faut connaître les formules absolument. Donc 1 sur R est égal à N sur RI. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace par les valeurs. N c'est le nombre de capillaires, il est égal à 3 fois 10 puissance 6, sélectionne-toi, super, divisé par RI, RI c'est ce qu'on vient de calculer, c'est la résistance dans un seul capillaire. Donc ça fait 3 fois 10 puissance 6 divisé par 3,05 fois 10 puissance 16. Ça nous donne 1 fois 10 puissance moins 10, USI, voilà. Sauf que ça c'est 1 sur R. Et nous on veut R. Donc on fait 1 sur 1 fois 10 puissance moins 10. Ce qui nous donne 1 fois 10 puissance 10 pascal seconde cube. Hop là en la classe. Voilà, du coup ça c'est pour calculer la résistance dans l'ensemble du réseau de capillaires. On passe à la question 2.
Calculer le débit sanguin dans un capillaire. Là, encore une fois, il faut connaître ces formules. C'est toujours ça en biophys, c'est connaître ces formules, savoir comment résoudre telle question, avoir le schéma dans la tête, on met les bonnes unités, les bonnes valeurs, et on obtient directement le résultat. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment bien connaître son courant. Donc là, c'est la loi de Hagen-Poiseuil qu'on doit utiliser, qui stipule que le débit est égal à la pression divisée par la résistance dans un capillaire. Donc, on remplace par les valeurs. Dans un capillaire, donc on l'assimile à l'artère, du coup, puisque l'artère, voilà, l'artère donne les capillaires. Donc, la pression dans un capillaire, c'est 70 mm de mercure fois 133. Pourquoi 133? Parce que pour passer de millimètres de mercure à pascal, en fait, on multiplie par 100 à 1300, donc 1,013 fois 10 puissance 5, et on divise par 760. Et en fait, du coup, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très grave, c'est écrit 133,3. Donc le facteur de multiplication, c'est un coefficient simplement, il est de 133. Donc pour passer, voilà, ah oui, c'était écrit ici en fait. Voilà, donc juste pour une règle de 3, on multiplie par 133 pour passer de millimètres de mercure à pascal. On a notre pression dans les bonnes unités en pascal, très important. On divise par RI, RI on l'a calculé à la question 1, on le connaît. Voilà, 3,05 fois 10 puissance moins 16, on calcule, et du coup on trouve bien 3,05 fois 10 puissance moins 13. Hop là, en bleu. Ouais, la classe. Oh, peut-être pas. Si elle est en bleu, super. Voilà, mètre cube seconde moins 1. Donc, on a bien un débit dans les unités du système international. Et c'est ça qu'on va rechercher dans quasiment toutes les questions, avoir les bonnes unités. Parce que si on oublie de mettre ça, on se retrouve avec des millimètres de mercure, mais du coup, ça donne plus des mètres cubes. Enfin, voilà. Il faut toujours être carré dans la construction de sa formule. Donc, le débit sanguin dans un capillaire, il est de 3,05 fois 10 puissance moins 13 mètres cubes seconde moins 1. Donc, il est très faible. En litres, du coup, ça fait 3,05 fois 10 puissance moins 10, puisque il y a 1000 litres dans un mètre cube, etc. Mais ça, on s'en fout, c'est pas très grave. Ok, du coup, on passe à la question 3. Calculer le débit dans l'artère afférente. Donc l'artère afférente, c'est celle qui donne, du coup, le réseau de capillaires. Voilà. Ah oui, alors, aussi, j'oubliais. Dans la question 2, là, on vous met 70. Pourquoi 70 et pas 760 plus 70? Pourquoi pas 830? Parce qu'en fait, là, on va prendre en compte seulement la pression supérieure à la pression atmosphérique. Puisque, normalement, il ne peut pas y avoir de pression inférieure à la pression atmosphérique dans un capillaire, comme ça. Puisque le cœur va insuffler une énergie, une pression nécessaire, du coup, à l'écoulement du sang dans tout le réseau artériel, capillaire, veineux. Voilà, donc là, on fait juste ce qui est supérieur à la pression atmosphérique. Voilà. Question 3. Calculer le débit dans l'artère afférente. Le débit sanguin dans l'artère est égal à la somme des débits de tous les capillaires. Ça, on le sait. Donc, on a le débit dans un capillaire, on a le nombre de capillaires, donc c'est aussi simple que ça, on fait 3 millions fois le débit, puisque le débit, on n'oublie pas, il est constant dans tous les capillaires. Il est, puisque les diamètres sont les mêmes, tout ça, voilà, on a le même débit dans tous les capillaires, donc on multiplie par 3 millions, et on obtient du coup 9,3 fois 10 puissance moins 7 mètres cubes seconde moins 1. Oh là, on met quelle couleur? C'est du rouge, solide. Voilà. Donc si vous êtes malin, je pense que vous êtes malin puisque vous regardez, ça fait 9,3 fois 10 puissance moins 4 litres par seconde. Voilà, juste au cas où. Donc cette question-là, elle n'est pas super compliquée. On a le débit dans un capillaire, on sait qu'il y en a 3 millions, donc dans l'artère qui a donné tous les capillaires, il y a forcément du coup 3 millions fois le débit d'un capillaire. Voilà, vous faites vous appliquez la formule et voilà, c'est gagné. Ok, super. On passe à la question 4. Calculer la vélocité du sang dans un capillaire. Ok, donc dans un capillaire, on sait que la vélocité du sang se calcule grâce à la formule Q égale SV. Celle-là, vous devez la connaître absolument. Hop, bang, on la met en rouge, très important, souligné, italique, tout ce que vous voulez. Voilà. Celle-là, c'est vraiment la formule de base de la mécafluide. Donc Q égale SV, on a Q, on a S, puisque S c'est la section, on sait que c'est pi r carré, on a le rayon, donc, enfin on a Q, on a S, on peut calculer la vitesse. On sait que V, ouh là 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 là, ils ont mis... Oh, vous avez vu ça, la correction? Attention, hein, on met un V minuscule. Hein. Je sais pas si c'est très grave, mais moi je préfère un V minuscule. Voilà. Donc, V égale Q sur S. Q 3,05 fois 10 puissance moins 13, on l'a calculé ici. Le débit sanguin, hop là, vous voyez pas, le débit sanguin dans un capillaire, ici. Divisé par pi, donc 3,14 hein, fois 10 puissance moins 10 au carré. Super, voilà. Et ça nous donne la vitesse, du coup,
dans les bonnes unités, hein, puisqu'on a tout mis dans les bonnes unités, on a des unités du système international, donc du mètre par seconde. On ne parle pas en kilomètres/heure, hein. En biophy, on parle en mètres par seconde, quasiment tout le temps. Donc, voilà, petite ref. Hop, allez, en jaune, c'est carré. Et pas souligné, on s'en fout. Donc, 9,87 fois 10 puissance moins 4 mètres par seconde. Donc, ça va pas très vite. Il faut que j'arrête de dire donc. Vous avez vu cette formule-là, à manier, elle n'est pas très compliquée. De toute façon, vous avez dû la manier assez souvent. Elle est basique, vous devez la connaître. Ça, c'est une question qui peut tomber, voilà, elle va tomber quasiment certainement au partiel. Faut connaître, faut être capable de répondre à ça assez vite. Super. La vélocité, 9,87 10 moins 4 mètres par seconde, pardon. Super. Du coup, on va pouvoir passer à la question 5. Ok, là on a tout. Ok, on a quasiment tout. Un sujet a une sténose aortique. Donc là, voilà, on change. En fait, c'est une partie 2 de l'exercice, quoi. Un sujet a une sténose aortique. Le diamètre de l'aorte, dans sa portion normale, est de 1,6 cm. Donc là, attention, tout de suite à repérer, on nous donne des diamètres. Et nous, on parle en rayons. Donc c'est très important de bien voir le mot. Voilà, le diamètre de l'aorte dans sa portion normale est de 1,6 cm et dans sa portion rétrécie de 1 cm. Le débit dans cette zone de l'aorte est de 4 litres par minute. Donc là, il va falloir convertir tout ça, hein. Et la pression dans la zone normale est de 120 mm de mercure. Donc la donnée, c'est ρ 10 puissance 3 kg par mètre cube. Ok, donc question 5. Le sujet est couché. Calculez la vélocité sanguine dans la portion normale et dans la portion rétrécie. Donc là, on doit calculer les vélocités. On sait, encore une fois, voilà, que c'est à partir de Q égale SV. Oh là là, c'est en majuscule. Ouh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Donc, le débit est égal à S fois V, la section fois la vitesse. On joue avec ça, ça nous donne V égale Q sur S, comme à la question au-dessus. 4 litres par... Alors là, ouais, c'est un peu compliqué la manière dont ils l'ont fait, mais ça marche aussi. Du coup, là, ils ont dit que... Donc là, il faut bien évidemment convertir ça dans les bonnes unités. Donc 4 litres par minute, eux, ils ont mis que c'était 4000 cm par mètre cube. Centimètres cubes, pardon, par minute. Oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est 4 décimètres cubes. Pour passer en centimètres cubes, on multiplie par 1000. Ok. Donc ça fait 66,67 cm3 par seconde. Ça, c'est vrai, on est d'accord. Sinon, dans votre calculette, donc là, ça c'est vrai. Hein, donc là, ils ont mis en centimètres. Donc il faudra bien mettre en centimètres ici. Ça, voilà, on va y revenir. Pour ce qui est du numérateur, vous pouvez tout simplement mettre 4 fois 10 moins 3 divisé par 60. Pour passer de litres, donc de décimètres cubes à mètres cubes, on divise par 1000, puisque dans un mètre cube, il y a 1000 litres. Enfin, un mètre cube, je fais ça, non, vous voyez pas, dans un mètre cube, il y a 1000 litres, on l'oublie pas. Du coup, on divise par 1000, et on divise par 60. Donc, 4 fois 10 puissance moins 3, divisé par 60, et là, du coup, on aura dans les bonnes unités de toute façon. Moi, je vais le faire comme ça, perso. Allez, hop, on le fait en live. Bang. 4 10 moins 3 divisé par 60. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On divise par pi fois r au carré. Donc, ici, donc là, on calcule dans le truc normal d'abord. Ouais, on va faire dans la partie normale. Donc, le rayon, il est de 0,8 cm, vous êtes d'accord, hein, 1,6 cm, c'est le diamètre, on divise par 2. Donc, 0,8 cm, c'est 0,8 fois 10 puissance moins 2 mètres, ou 8 fois 10 puissance moins 3 mètres. C'est 8 mm en gros. Voilà, donc c'est ce que je fais. Parfait. Je tape, et du coup, j'obtiens 3,3 10 puissance moins 1. Et comme j'ai tout mis dans les bonnes unités, on sait que c'est du mètre par seconde. Donc ça fait 0,33 mètres par seconde ou 33 cm par seconde. C'est la même chose. Voilà, donc ici c'est aussi marqué, hein, c'est de la même manière, donc très important, voilà. Là. Allez, en violet cette fois-ci, c'est bien le violet. Hop là, super. Donc 33 cm par seconde, la vitesse dans la partie normale de l'aorte, celle qui est non rétrécie. Super, 33 cm par seconde. Donc là, vous avez une vitesse de 33 cm par seconde. Vous devez absolument vous dire que dans la portion rétrécie, puisque la section est moindre, il va falloir que la vitesse augmente pour que le débit reste constant. On est d'accord, le débit reste constant. Voilà. Donc là, on doit s'attendre à trouver un résultat supérieur à 33 cm par seconde. Voilà. Ouais, on peut faire ça. Donc VR égale Vn fois section de n sur section de R. Donc R carré. Ouais, on peut faire ça. Sinon, on peut faire donc de la même manière 4 fois 10 puissance moins 3, donc ma formule. Et en fait, au lieu de mettre 8 fois 10 puissance moins 3 au carré,
ou 0,8 10-2, on va mettre 5 mm ou 0,5 cm en mètres, hein, évidemment. Voilà, pour la portion rétrécie. Donc moi, c'est ce que je fais, hop, super, et du coup, j'obtiens 0,84 mètres par seconde, 0,85, donc 85 cm par seconde. J'obtiens exactement le même résultat. Hein. Donc si vous voulez pas faire ça, vous avez peur de prendre des risques, vous reprenez exactement la même formule que vous utilisez la plupart du temps, vous changez 8 en 5, voilà, et c'est super. On va laisser en violet, c'est bien violet. Voilà, donc là c'est bien expliqué, voilà, 0,8 et 0,5 c'est les diamètres divisés par 2, très important. On a besoin du rayon ici. Donc la question 5 est validée. Voilà. Question... Voilà, c'est une question un petit peu plus longue, mais voilà, c'est 2 calculs, encore une fois, c'est pas très long. J'explique bien, mais normalement, ça doit pas vous prendre des masses de temps. Ah, c'est vrai, là, ça fait déjà longtemps que je parle. Mais voilà, je préfère être un peu rébarbatif, mais au moins vous comprenez vraiment ce qui se passe, ça c'est sûr que vous comprenez, plutôt que de tracer à fond et de dire, bon, voilà, lisez la correction. Voilà, c'est comme ça. Question 6, dernière question. Le sujet est couché. Calculez la pression dans la portion rétrécie. Donc, si le sujet est couché, on sait que Zn égale Zr. Donc, les altitudes sont les mêmes, puisqu'il est couché, le sujet est à l'horizontale, donc il n'y a pas la tête ou les pieds, enfin bref, vous avez compris, qui est plus haut que l'autre. Parce que là, par exemple, ma tête a une pression supérieure à celle de mon ventre ou à celle de mes pieds. Là, le sujet est couché, les pressions sont les mêmes. Donc, la pression normale, la pression dans le corps, elle est de 120 mm de mercure, la pression dans la zone normale. Donc là, on va mettre ça en pascal, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est 120 divisé par 760 fois 1,013 fois 10 puissance 5, ou vous faites ce qu'on a dit tout à l'heure, vous faites 120 fois 133,3. Si vous voulez être vraiment précis, vous mettez fois 133,29. Bang, preuve à l'appui, je ne sais pas si vous voyez, ça fait 15 995, moi j'ai mes 15 994, c'est pareil, pascal, on s'en fout, hein. Vraiment, 1 pascal c'est rien du tout, donc que vous ayez une différence de 10, même 50 pascal, vraiment on s'en fiche. Ok, donc le sujet couché, on a la pression dans la zone normale, maintenant il nous faut la pression dans la zone rétrécie. Donc, selon le cours, alors là c'est P qui est écrit, ouais, on va mettre des P mais c'est ρ, enfin, on n'oublie pas que c'est ρ, voilà. Donc là je vais mettre P comme ça, vous allez comprendre, super. P donc c'est équivalent de ρ. On sait que l'équation à connaître est la pression à un point plus 0,5, enfin 1 demi fois ρ fois V à un point au carré est égal à la pression dans un autre point, donc la rétrécie, l'endroit rétréci, plus 1 demi fois ρ fois la vitesse à cet endroit-là au carré. On simplifie l'équation, c'est chiant de la simplifier, donc ce qu'il faut c'est apprendre directement ça. Voilà, vous apprenez les 2 lignes et comme ça vous savez tout faire, il n'y a pas besoin de connaître la démonstration, enfin je m'avance peut-être en disant ça mais non, enfin franchement nous on n'avait pas besoin non plus, on passe cesse. Voilà, donc la pression dans un endroit rétréci est égale à la pression dans la zone normale, celle qu'on a, plus 1 demi fois ρ fois Vn carré moins Vr carré. On est parti, 15 994, on met bien en pascal, hein, plus 0,5 fois 10 puissance 3, 10 puissance 3 c'est ρ, c'est ce que je vous avais donné au début là, il n'est pas indiqué correctement, mais normalement vous l'avez dans le sujet j'espère. Donc 15 994 plus 0,5 fois 10 puissance 3, donc ça, encore une fois, vous allez l'avoir très souvent. Au lieu de mettre 0 ou 1 demi fois 10 puissance 3, vous mettez 500. 1 demi de 1000, c'est 500. Voilà, donc vous faites 15 994 plus 500 fois Vn au carré. Vn, on l'a ici. Ouais, on l'a ici. 0,33 ou 33 10 moins 2 ou 3,3 10 moins 1. Enfin, vous avez compris. Mais vous mettez en mètres par seconde, voilà, surtout. Donc 0,33 au carré, moins, on aurait pu mettre 0,85 au carré, hein, ça ne change pas grand-chose. Vn au carré, moins Vr au carré. Ça, pardon, ça nous donne un résultat de 15 700 pascal. 15 691. Voilà. Donc, la pression dans la portion rétrécie est légèrement inférieure à la pression dans la zone normale. Ça, c'est dû à l'effet Farrow-Lindquist. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre cours. Mais en tout cas, voilà, c'est pas très grave. Mais du coup, la pression est inférieure. Et normalement, dans un anévrisme, elle sera plus grande. C'est ça qu'il faut. Voilà, en fait, au niveau des cohérences de vos réponses, si vous comprenez bien, quand vous avez une sténose, la pression. Donc là, le gars est en position allongée. Mais du coup, en position allongée, s'il y a une sténose, la pression sera
légèrement inférieure, et s'il y a un anévrisme, donc un anévrisme c'est une dilatation d'un vaisseau, elle sera supérieure. Voilà. Du coup, c'est tout pour l'exercice 3. J'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai été assez clair. Donc encore une fois, pour résumer, ouais, il y a 2 autres exercices après, je me dépêche. Ce qu'il faut comprendre en biophysique, c'est on apprend les formules, on apprend les méthodes de résolution, on les applique, on met bien les valeurs dans les bonnes unités, on essaie d'avoir des petits résultats prédictifs, c'est-à-dire si j'ai 33 cm par seconde dans telle artère, en sachant que l'autre est plus petite, la vitesse va forcément être supérieure, c'est ce qu'on a vu à la question 5. Là, de la même manière, à la question 6, s'il y a une sténose, la pression sera inférieure, si le sujet est couché, hein, évidemment, tout ça. Voilà, on essaie d'avoir des petits résultats prédictifs histoire d'être sûr, enfin, histoire d'avoir une certaine cohérence dans la logique et dans les résultats qui arrivent. Et normalement, voilà, on remplit la formule, petite cohérence. Si c'est cohérent, normalement, on a le résultat directement. La biophys, c'est pas super compliqué, mais ça va vraiment faire la différence pour vous cette année. Donc accrochez-vous et du coup, bon courage à tous. Bonjour à tous. Du coup, on va passer à la correction de l'exercice 4, donc sur le pH. Donc c'est parti. Partie 1 du coup. La soude NaOH est une base forte en solution aqueuse. Donc déjà super important, c'est de savoir que la soude c'est la base forte par excellence et qu'on peut aussi l'appeler hydroxyde de sodium. Ça dépend des exercices. En général, c'est hydroxyde de sodium, mais bon, ça dépend. Alors, du coup, quel est le pH d'une solution 10 puissance moins 4 molaire de NaOH? Donc, il faut connaître la formule qui est pH égale 14 plus log de C. Donc, 14 plus log de 10 puissance moins 4. Donc, on trouve un pH qui est égal à 10. Toujours vérifier en fonction du pH que vous trouvez s'il est cohérent. Là, on a un pH de 10, donc qui est un pH plutôt alcalin, basique. Et du coup, vu qu'on a une base forte en solution, c'est totalement cohérent. Donc, on ne s'est pas trompé sur la formule. On introduit dans une fiole jaugée de 150 ml 3 ml d'une solution de NaOH 10 puissance moins 4 molaire avec de l'eau distillée en quantité suffisante pour 150 ml. On vous demande quel est le pH du mélange. Donc tout d'abord, il faut commencer par calculer la concentration de la soude. En faisant C égale volume initial en soude fois la concentration initiale, pareil en soude, divisé par le volume total final. Donc, le volume, c'est 3 millilitres, qu'on ne convertit pas en litres ici parce que on a un volume aussi au dénominateur, donc finalement, ce serait rallonger les calculs, d'écrire fois 10 puissance moins 3, donc on laisse en millilitres. Donc 3 10 puissance moins 4, 3 fois 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 4 étant la concentration, divisé par 150 millilitres, qui vous donne une concentration égale à 2 10 puissance moins 6 molaires. Ensuite, on va calculer le pH. Donc pH est égal à 14 plus log de C. Donc 14 plus log de 2 10 puissance moins 6 molaires. Et donc 8,3. Donc voilà, on voit bien que le pH a diminué. Ça c'est dû du coup à la dilution. C'est forcément si on rajoute de l'eau au mélange, on diminue la concentration en base et du coup, le pH diminue. Ensuite, partie de l'acide méthanoïque est un acide faible de pKa 3,75. Quel est le pH d'une solution d'acide méthanoïque de concentration 7,4 10 puissance moins 2 millimolaires? Faire attention, là, c'est bien des millimolaires, hein, c'est pas des moles par litre. Du coup, savoir que l'acide méthanoïque, c'est un acide faible. Donc, on va utiliser la formule pH égale 1/2 de pKa moins log de C. Donc, la concentration, c'est 7,4 10 puissance moins 5. Hein, du coup, on a converti, on avait 7,4 10 puissance moins 2 millimolaires. Donc, on multiplie par 10 puissance moins 3 pour l'avoir en molaire. Et ça nous donne, du coup, un pH à 3,94. Ensuite, quel est le pH d'une solution de méthanoate de concentration 4,7 10 puissance moins 2 molaire? Donc là, il faut repérer que le méthanoate, c'est la base faible conjuguée de l'acide méthanoïque. Donc,
on calcule le pH d'une base faible en faisant 1,5 fois 14 plus pKa plus log de C. Donc, on a toutes les données. On fait le calcul et ça nous donne un pH de 8,21. Donc encore une fois, c'est cohérent parce que on avait un acide faible, on avait un pH à 3,94 et là on a une base faible et on trouve un pH 8,21, donc pH basique. Maintenant, partie 3. Quel est le pH du mélange suivant? 7 ml de solution d'éthanoate à 0,7 molaire et 11 ml de solution d'acide nitrique à 15 millimolaires. On vous donne également le pKa de l'acide éthanoïque et de sa base faible, l'éthanoate, donc qui vaut 4,76. L'acide nitrique, c'est un acide fort en solution. Comment on peut le deviner? Si on le sait pas, c'est simplement qu'on vous donne pas le pKa. Donc à partir du moment en fait où on vous donne pas le pKa d'un composé, ça veut dire que c'est un composé, un protolyte fort. Donc déjà il faut connaître la réaction. La réaction entre une base faible et un acide fort, ça va donner l'acide faible conjugué à la base faible. Donc, dans ce cas-là, on va avoir l'éthanoate plus l'acide nitrique qui va donner de l'acide éthanoïque. En fait, ce qui se passe dans la solution, il faut s'imaginer que HNO3, en solution, ça va donner NO3- plus H+. Donc, ces ions H+, en fait, ils vont réagir avec la base faible, CH3CO-, pour la base faible, en fait, va se protoner pour donner l'acide faible conjugué. Donc, dans ce cas-là, ça va être l'acide éthanoïque. Donc, on calcule la quantité en éthanoate, donc 4,9 millimoles, en faisant C fois V, du coup, enfin V fois C, 7 10 puissance moins 3 fois 0,7 qui vaut 4,9 millimoles. On calcule la quantité en HNO3, donc pareil, le volume 11 ml fois la concentration, ça nous donne 0,165 millimoles. Ensuite, donc ça c'est l'état initial. À l'état final, on a la quantité en éthanoate qui va être à laquelle on va soustraire la quantité d'acide nitrique ajouté, parce qu'en fait, dès qu'on ajoute une certaine quantité d'acide nitrique, eh bien, cette certaine quantité va permettre la formation de la même quantité d'acide éthanoïque, et par la même occasion la disparition de l'éthanoate, de la base faible. Donc, on soustrait à 4,9 la quantité introduite en acide nitrique, et ça nous donne 4,735 millimoles. L'acide nitrique, du coup, qui n'est pas en excès, parce que on en a rajouté moins que la quantité en éthanoate, donc il y en a plus. Et enfin, du coup, l'acide éthanoïque, il va y en avoir la même quantité que l'acide nitrique ajouté au début. Maintenant, on peut calculer le pH en faisant pH égale pKa plus log de A- sur AH. Donc 4,76 plus log de... Donc en fait, A- et AH, ça peut être soit la concentration, soit la quantité de matière. Enfin, en tout cas dans notre exemple, parce que on a le volume global qui contient à la fois CH3CO- et CH3COH. Donc en fait, c'est le même volume, donc on peut simplifier. Concentration, c'est la même chose que la quantité de matière dans cet exemple-là. Enfin, c'est pas la même chose, mais le rapport est égal. Donc ça vous donne un pH qui vaut 6,22. Voilà. Donc voilà pour l'exercice 4. Du coup, on va pouvoir passer à l'exercice numéro 5. Donc, partie 1. On effectue le titrage de 30 ml d'une solution d'ammoniac de concentration 2 10 puissance moins 2 molaires par de l'acide chlorhydrique à 5 10 puissance moins 3 molaires à l'aide d'un indicateur coloré. Donc, on vous donne tous les pK des indicateurs colorés qui sont toujours les mêmes
mais qui sont pas à apprendre, hein, c'est simplement des indications. Donc, quel est le pH initial de la solution? Alors déjà, il faut remarquer que on est en présence d'une solution d'ammoniac. L'ammoniac, c'est une base faible de formule NH3, donc on est en présence d'une base faible, donc on va calculer le pH d'une base faible, donc 1,5 fois 14 plus pKa plus log de C. Donc on a toutes les données, donc on peut les rentrer dans la formule, ça donne 1,5 de 14 plus 9,5 plus log de 2 10 puissance moins 2, et donc un pH de 10,77. Ensuite, question 2. Donner les espèces présentes en solution au point équivalent. Alors, au point équivalent, donc, il faut savoir que l'acide chlorhydrique, quand on va l'introduire en solution, il va donner des ions H+, et du Cl-. Les ions Cl-, ils vont pas réagir avec l'ammoniac, donc c'est ce qu'on appelle des ions spectateurs. En revanche, les ions H+, ils vont directement permettre la protonation de l'ammoniac, donc en ion ammonium NH4+. Donc voilà, c'est la réaction que vous avez ici. Et donc, à la fin de la réaction, on aura au point équivalent du coup des ions NH4+, et des ions Cl-. Alors ensuite, question 3. Quel volume d'acide chlorhydrique faut-il ajouter à la solution pour atteindre le point de semi-équivalence et le point d'équivalence? Alors, ce qui est super important là, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est que le point d'équivalence? Du coup, le point d'équivalence, c'est le moment où on n'aura plus d'ammoniac dans la solution et où en fait l'acide chlorhydrique aura permis la transformation de tout l'ammoniac en ion ammonium grâce à la réaction qu'on a vue ici. En fait, à chaque fois qu'on rajoute des ions, de l'acide chlorhydrique, il va donner H+, et Cl-, et du coup, on va avoir transformation du NH3 en NH4+. Du coup, on se retrouve... en fait, ce qu'il faut se dire, oui, aussi, c'est que du coup, il faut introduire la même quantité d'acide chlorhydrique qu'il y avait de NH3. Du coup, comme on l'a vu dans le tableau ici à l'exercice 4, on est dans des quantités équimolaires, donc en fait, tout acide chlorhydrique, il faut imaginer que l'acide chlorhydrique c'est la même chose que l'acide nitrique ici. Tout l'acide chlorhydrique qu'on introduit, ça correspond à de l'ammoniac en moins, et ça correspond à des ions ammonium en plus. Et dans la même quantité, vu qu'on est dans des quantités stoichiométriques, c'est-à-dire qu'on a les mêmes quantités de chaque élément. Du coup, il faut calculer d'abord la quantité d'ammoniac présente en solution. Donc, N égale C fois V, donc C c'est la concentration en ammoniac, multiplié par le volume, donc 30 ml, et donc ça vous donne une quantité de 6,10 puissance moins 4 mol. Maintenant, du coup, pour atteindre le point d'équivalence, il faut introduire, donc on a dit, autant d'acide chlorhydrique qu'on avait d'ammoniac. Donc 6, 10 puissance moins 4 mol. Donc ça correspond à un volume d'acide chlorhydrique, donc V' qui vaut N sur C, N étant la quantité initiale en ammoniac, donc 6, 10 puissance moins 4, sur C, donc la concentration en acide chlorhydrique qu'on introduit, donc 5, 10 puissance moins 3. Et ça vous fait un volume de 120 ml. Maintenant, du coup, la question, vous demandez également le point de semi-équivalence. Donc, combien il faut introduire. Donc, comme l'indique le nom semi-équivalence, eh bien, on va introduire la moitié du volume d'acide chlorhydrique. En fait, le point de semi-équivalence, c'est le moment où dans la solution, on aura autant de bases faibles que d'acides faibles. C'est-à-dire, on aura, grâce à l'introduction de l'acide chlorhydrique, on aura permis la production d'autant d'ion ammonium qu'il ne reste d'ammoniac. Et donc ça, c'est permis quand l'acide chlorhydrique va avoir permis de faire passer la moitié de la quantité d'ammoniac en ammonium, et donc quand on a introduit la moitié de la quantité nécessaire pour atteindre le point d'équivalence, le point pour neutraliser totalement l'ammoniac. Donc ça fait un volume de 120 sur 2, donc 60 ml.
Maintenant, question 4, quel est le pH au point équivalent? Alors, on a vu donc que c'était un acide faible qu'on obtient, et uniquement un acide faible. En fait, le point équivalent, il n'y a plus du tout d'ammoniac, hein, il n'y a plus que des ions ammonium. Et en quantité égale par rapport à l'ammoniac au début. Donc on pourrait se dire, la concentration du coup c'est la même, donc on prend directement la concentration de l'ammoniac. Mais non, parce que on a rajouté de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, il a un certain volume qui est très important de prendre en compte dans le calcul de la concentration en ion ammonium. Donc c'est concentration égale N sur VI, donc volume initial plus volume d'acide chlorhydrique rajouté, donc 6 10 puissance moins 4 sur 30 plus 120 ml, et donc ça donne une concentration de 4 10 puissance moins 3. pH, du coup, ça vaut 1,5 de pK plus 1,5 de log de C, donc 3,43. Et tout ça dans le but en fait de trouver l'indicateur coloré. L'indicateur coloré, on rappelle que on le choisit en fonction du pH au point équivalent. Le point équivalent, ici on a un pH de 3,43, donc il faut choisir un indicateur coloré qui a un pK plus 1, un pK moins 1, donc en fait par rapport au pH. Donc il faut regarder quel indicateur coloré est le plus proche de 3,43, et donc c'est 3,8. On voit bien que 3,8 moins 1, eh bien ça fait 2,8, donc ça englobe bien les 3,43 du pH. Donc on va prendre les liantines. Voilà. Donc ça c'est pour la partie titrage. Alors maintenant, on prépare un tampon de 300 ml de molarité 0,2 molaire et de pH 5. Donc à l'aide d'un seul protolyte faible qui est l'acide benzoïque C6H5COOH à 0,4 molaire et d'un protolyte fort à 0,7 molaire. Donc on donne le pKa qui est égal à 4,19 et donc on demande proposer un protolyte fort pour effectuer le titrage. Donc en fait le but, c'est pas vraiment un titrage, hein, c'est pour effectuer ce tampon. Le but du coup c'est de voir quel est le protolyte faible qu'on a au début, c'est de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque, comme son nom l'indique, c'est un acide. Donc il va falloir déplacer l'équilibre pour former de la base faible conjuguée. Comment on déplace l'équilibre? Avec un protolyte fort. Et quel protolyte fort? Du coup, une base forte. Une base forte parce que si on ajoutait un acide, ça augmenterait le pH encore plus et finalement ça ne permettrait pas de faire un tampon. Donc, du coup, on utilise une base forte et donc l'hydroxyde de sodium. Donner les volumes de chaque composé à introduire pour obtenir ce tampon. Donc, dans ces exercices-là, il faut toujours poser les données sous forme de lettres comme ça. Donc, X, le volume d'acide benzoïque, et Y, le volume d'hydroxyde de sodium. En fait, c'est les deux choses qu'on cherche. Donc d'abord, on va répondre à l'exigence de la molarité. On sait qu'il n'y a que l'acide benzoïque en fait, qui va jouer sur la molarité du tampon, parce que quand on va rajouter de l'hydroxyde de sodium, finalement, elle va être aussitôt consommée pour permettre la formation de bases faibles conjuguées de l'acide benzoïque, donc le benzoate. Donc en fait, l'hydroxyde de sodium ne va pas du tout compter dans le calcul de la molarité. Donc, la molarité, ça c'est la quantité de matière finale, c'est-à-dire 300, donc le volume, 300 ml, multiplié par la molarité que l'on veut obtenir. Donc ça c'est en fait une quantité de matière totale de la solution. Donc cette quantité est égale à la quantité initiale en acide benzoïque, donc X, volume d'acide benzoïque, multiplié par sa concentration. Et donc, on manipule la formule et ça nous donne X égale 150 ml. Maintenant, du coup, on multiplie 150 par 0,4 pour trouver en fait la quantité de matière nécessaire, du coup. Enfin, pas nécessaire, mais qu'on a au début en introduisant les 150 ml. Donc on fait 0,4 fois 0,15,
Donc 0,15 c'est 150 ml, et ça donne 0,06 mol. Qu'on aurait pu obtenir tout simplement en faisant 300 x 0,2, hein, c'est la même chose. Maintenant, on va répondre à l'exigence du pH. Donc, on sait que le pH, avec l'équation d'Andersen-Hasselbalch, ça fait pH égale pKa plus log de concentration ou quantité de base faible sur concentration ou quantité d'acide faible. La quantité de base faible, donc de benzoate, en fait, on va la calculer indirectement. Ça va être égal finalement à la quantité qu'on introduit en hydroxyde de sodium. Je reprends encore une fois le tableau qu'on avait là. On voit bien que la quantité finale en protolithe faible, c'est égal à la quantité qu'on a introduite en protolithe fort. Donc on peut écrire que la quantité de base faible, c'est 0,7 Y, donc qui correspond à 0,7 la concentration en protolithe fort, multiplié par le volume que l'on cherche. Maintenant, la quantité de C6H5COH, donc d'acide benzoïque, eh ben, c'est égal à la quantité initiale en acide benzoïque moins la quantité qu'on ajoute d'hydroxyde de sodium pour justement transformer une partie de l'acide benzoïque vers le benzoate. Et donc, en manipulant la formule, on trouve Y égale donc 10 puissance pH moins pK fois 0,06 sur 0,7 plus 0,7 fois 10 puissance pH moins pK. Et donc, on trouve Y égale 74,2 ml. Donc maintenant, on a trouvé X, on a trouvé Y. Donc il suffit juste de soustraire 300 moins X moins Y. Donc ça nous donne 75,8 ml d'eau distillée, 74,2 ml de NaOH et 150 ml d'acide benzoïque comme on a trouvé. Et si on fait la somme, eh ben, nécessairement ça donne 300 ml. Donc voilà, c'est vraiment des exercices typiques. C'est vraiment ça que vous allez avoir au concours, c'est des choses pas forcément très compliquées, mais il faut connaître les méthodes, il faut connaître le moyen d'arriver. Ça, c'est vraiment une technique qu'on voit très régulièrement, la pose d'inconnu comme ça, pour répondre à la fois à l'exigence de la molarité et du pH ensuite. Voilà, donc c'est des choses à bien maîtriser. Voilà, donc l'ARMA est terminé, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas sur Facebook, posez directement à vos tuteurs. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite. Au revoir.